C'est un nouveau rendez-vous des experts sur la chaîne au cœur de nos défis. Vous êtes bien à programme au scanner. Fiscalité, foncier, sécurité, lutte contre la corruption, réconciliation nationale. Et les experts passent au scanner les offres politiques des candidats engagés pour la présidentielle de novembre prochain. Ce soir, nous passons au scanner les offres du président candidat Roch Marc Christian Kaboré. Les experts sont là avec nous. Tidiane Kaboré, inspecteur des impôts et notre consultant en fiscalité. Bonsoir Tidiane. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Avec nous également Basile Darga, il est inspecteur des impôts, expert foncier et immobilier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous également pour la sécurité, notre consultant Mahamoudou Savadogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et pour terminer, Siaka Koulibaly, analyste politique, avec nous pour parler donc des questions de gouvernance. Bonsoir, Siaka. Bonsoir. Merci à tous et bienvenue. On commence donc par la fiscalité du candidat Roch Marc Christian Kaboré. Tidiane Kaboré, que retenir donc de la politique fiscale du candidat Roch Marc Christian Kaboré, candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP? Alors, merci bien, Aubin. Ce qu'il faut dire sur le volet fiscalité du programme présidentiel, je trouve que en fait, ils ont fait ressortir des grandes lignes. Les détails n'ont pas été au rendez-vous dans le document. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que sur le programme présidentiel du MPP, ils ont fait l'économie en fait des acquis. Ils ont fait l'économie des acquis. Et présenter juste les perspectives, des perspectives en matière fiscale. Et ce qu'on peut retenir est que ce qui est de la fiscalité ressort juste dans quelques chantiers. Parce que je crois que dans le programme présidentiel, il est mis en exergue 10 chantiers. Et parmi ces chantiers sont logés le volet fiscal dans les chantiers 3, 4 et 8. Alors, pour ce qui concerne les chantiers 3, j'ai pu identifier le volet finances locales. Il ressort dans ce programme que, au cas où les candidats seraient élus le 22 novembre, il va falloir réformer tous les dispositifs fiscaux pour améliorer l'efficacité des budgets des collectivités territoriales et rendre plus autonomes en fait les communes. Okay. Je trouve que c'est déjà une très bonne chose, puisque déjà nos communes souffrent effectivement en termes de mobilisation des ressources endogènes. Maintenant, les détails pour l'opérationnalisation justement de cette réforme ne ressortent pas dans le document. C'est vrai que pour les communes minières, déjà, ça va, le problème avec le fonds de développement minier. Oui, le fonds de développement minier local, effectivement. Ça semble plus facile à ce Oui, là-bas, il n'y a pas de problème. Les communes qui ont effectivement des mines sur leur territoire, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce sont les autres communes qui n'ont pas justement ces faveurs-là. Mais la réforme, en fait, des finances locales dans tout son ensemble, je pense un peu à ce qui est déjà fait, puisque vous voyez que de plus en plus, que c'est sous leur gouvernance, il y a des créations d'antennes fiscales de plus en plus. Vous voyez que ça se crée dans les communes rurales et ça porte effectivement des impacts positifs en tant qu'entités qui sont plus proches en fait des contribuables et aussi en même temps des cellules. Ces services des impôts déconcentrés sont des services d'appui conseil auprès des maires et des communes. Voilà. Puisque c'est le candidat président sortant. Tout à fait. Si vous faites un peu une comparaison par rapport à l'offre en matière donc, de politique fiscale aujourd'hui, par rapport à ce qui a été mené durant les 5 ans qui viennent s'écouler, est-ce que vous pensez que le président sortant est plus ambitieux ou pas en matière fiscale? Je pense que l'ambition est là. Maintenant, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'ils n'ont pas évalué le coût justement de ce programme présidentiel. Il fallait également évaluer le coût du programme présidentiel et montrer aussi en fait la stratégie en fait de mobilisation des ressources pour pouvoir financer justement ce projet-là. Il fallait peut-être aller aussi sur le taux de pression fiscale. Qu'est-ce qu'on vise? Parce qu'actuellement nous sommes dans l'ordre de 17%.
Alors que le programme écoulé, on visait quand même les 20%. Justement, qui se colle en fait à la norme communautaire UEMOA, c'est ça qui était visé. Est-ce que aujourd'hui, dans le programme présidentiel, ils ne font pas ressortir effectivement ce qui est visé en fait dans les 5 ans à venir? Toujours est-il que ça n'a pas été atteint, les 20%? Oui, ça n'a pas été atteint. Peut-être que la réalité a fait qu'on a revu les ambitions. Tout à fait. Et je crois aussi qu'il y a des explications à cela. Voilà, il y a des explications à cela. On ne va pas répéter les défis sécuritaires, on ne va pas répéter certaines choses pour justifier cela, mais je pense que ça pourrait ressortir dans le document. Maintenant, le volet modernisation de l'administration, je crois que dans ce chantier, le programme présidentiel fait ressortir la digitalisation, justement ça, ils l'ont mis en relief. La digitalisation au sein des régies des recettes, là, ils citent expressement la douane, les impôts et les trésors. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre en exergue dans le programme. Okay, parce que là, c'est un succès, j'allais dire, pour les candidats sortants. Quand vous regardez, par exemple, au niveau des grandes entreprises, le taux d'adhésion des paiements en ligne pratiquement atteint les 100%. Aujourd'hui, au niveau des moyennes entreprises, je sais que le taux d'adhésion dépasse déjà les 70%. Maintenant, ça dit que c'est comment capter les contribuables du secteur informel. C'est ça aussi la grande difficulté. Je crois que ces éléments devraient ressortir de façon claire et explicite en fait, dans le programme présidentiel du MPP. Et bien, comme ils n'ont pas fait ressortir les acquis, bon, certainement c'est pour cela qu'ils n'ont pas trop fait cas justement de cet aspect-là, de ce segment-là. Aussi, un des points que j'ai pu relever en termes de fiscalité, j'ai compris qu'ils veulent mettre en fait le civisme fiscal au sens propre en fait, en tout cas dans le mandat à venir au cas où il passerait. Il y a une expression qui ressort effectivement dans le document. Et nous devons développer un système fiscal mieux adapté à l'économie nationale, en renforçant la confiance entre le gouvernement et le contribuable à travers un pacte social solide et une technologie innovante pour intégrer le secteur informel. Donc sur ce volet, vous voyez déjà que quand il parle de renforcer en fait la relation entre l'administration et le contribuable, voilà, vous voyez que c'est comment faciliter en fait le paiement de ces impôts à travers ces outils innovants, ces technologies innovantes dont il parle. Donc c'est le cas de la digitalisation. Mais ils mettent un point d'honneur en fait sur le secteur informel. Donc ça dit que les prochaines batailles, c'est comment faire pour justement recenser les contribuables du secteur informel, comment faire pour informatiser justement ce segment-là aussi, le paiement au niveau de ce segment. Vous savez bien que c'est un secteur qui est très difficile. Vous voyez bien que presque tous les candidats en parlent. Voilà, l'informatisation au niveau du secteur informel. Mais comment faire? Il faut d'abord les identifier, il faut les immatriculer. Donc, tout ça, ce sont des éléments sur lesquels, forcément, en tout cas, il y a du boulot à faire et le font ressortir, en fait, dans leur programme. C'est qu'il y a le volet foncier, mais comme l'expert Darga est là, je vais laisser le volet foncier pour qu'il puisse en parler. Alors, il y a un volet sur les mines. Ça, c'est un point qui est très important. Je crois que ça ressort, en fait, dans les chantiers neufs, le développement durable. Là, le candidat du MPP parle en fait d'une formalisation en fait de l'exploitation minière artisanale. Vous savez bien que généralement quand on parle des mines au Burkina, on voit effectivement les grands groupes qui exploitent voilà, justement les ressources minières. Mais du même coup, on oublie en fait aussi que comment on appelle ça, l'exploitation minière artisanale rapporte gros. Mais c'est qu'on n'arrive pas justement à maîtriser ce secteur-là. Voilà, donc je pense que je crois que c'est un des points qui ressort justement dans le programme présidentiel en fait du MPP. Donc je pense qu'il parle d'une dynamisation en fait du secteur minier, justement par la formalisation de l'exploitation minière artisanale. Je pense que ça c'est un élément qui est très très intéressant à prendre en compte. En tout cas, au cas où il passerait, ça pourrait être très très intéressant comme élément à mettre à l'air actif si c'est bien opérationnalisé. Par rapport à 2015, est-ce qu'on peut retenir de la nouveauté par rapport à 2020? Alors, par rapport à fiscalité. Par rapport à 2015, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que la nouveauté,
dans les programmes au plan fiscal, je dirais tout simplement que c'est peut-être le volet digitalisation, comme ils le disent, parce que la digitalisation est en train de prendre en fait un envol, comme je vous le disais. Ça, ils l'ont déjà engagé sur le premier mandat, c'est ça? Oui, c'est 2016 en fait que la digitalisation justement avait déjà commencé. Mais en termes de nouveautés, là c'est comme je le disais tantôt, c'est là où ils parlent par exemple des réformes de l'administration. Ça, je vois à peu près, je m'attendais plutôt à voir qu'est-ce qui a créé en fait le point d'achoppement au sein des régies chargées de la mobilisation en fait sous le mandat précédent. Vous savez bien que la vraie bataille c'était quand ils ont voulu comment on appelle ça, ériger la direction générale des impôts en EPE ou en office. Vous savez bien que l'ancien ministre justement Roselyne Souris, c'était effectivement dans cette dynamique-là que les batailles avec les syndicats c'était focalisé. Parlait en fait, il y a même toujours en fait cette idée de l'atout des régies. Justement pour les syndicats, justement ils avaient compris qu'il allait y avoir une fusion entre la douane et les impôts. Aujourd'hui, on parle de réforme en fait de l'administration, mais ils auraient pu dire expressement c'est quoi ils veulent. Est-ce que ça, ce projet est toujours d'actualité ou pas? C'est pas projet. Moi, je m'attendais plutôt à voir ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui, la forme, en fait, comment on appelle, que vous voudrez donner en fait aux régies chargées de la mobilisation des recettes, vous voulez en fait des offices, vous voulez à des EPE. C'est sûr que même les syndicats, en fait, quand ils feuillettent, ils regardent en fait ce volet. Et aussi, je m'attendais également aussi à voir un autre volet, par exemple, comme l'UTS. Vous voyez bien que les opposants disent que s'ils arrivent, ils vont supprimer l'UTS. Et aussi, j'aurais pu peut-être se prononcer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on maintient ou le prochain mandat, le prochain mandat, on recherche autre chose? Voilà, moi, c'est à peu près des éléments comme ça que je m'attendais à terme. Mais ce qu'il faut dire est que ce sont des grandes lignes. Parce que quand vous regardez les 10 chapitres qui ressortent en fait dans le document du MPP, en fait, c'est comme c'était des chapitres. Maintenant, la fiscalité se loge en fait dans 3 chantiers, comme je vous le disais, les chantiers 9, il y a les chantiers 3 et les chantiers 8 et 4. Donc, tous ces éléments-là, l'un dans l'autre, ils n'ont pas consacré en fait un chapitre expressement en fait à la politique fiscale. Donc je pense que ça, ce sont des grandes lignes en fait qui ressortent. 2015 semble plus explicite, non? 2015, oui, 2015 en tout cas. Parce que là, on parlait d'élargissement de l'assiette fiscale. Oui, 2015, ça, il faut le dire. 2015, ça, il faut le dire. Les programmes étaient plus détaillés que le programme que nous avons. Peut-être que c'est l'expérience du terrain. Ou bien même le style. Siaka disait la dernière fois que de plus en plus, le style des candidats, quand même à l'international, c'est de faire des documents concis. Mais à côté, il y a un document plus détaillé qui présente effectivement les choses. Si c'est dans cette dynamique, bon, on va toujours suivre en attendant en fait le document qui est plus détaillé là pour voir ce qui, comment on appelle, ce qui ressort en fait chapitre par chapitre pour pouvoir voir. Mais ce que je déplore, la crème, parce qu'aujourd'hui quand même c'est le MPP qui a quand même l'appareil d'État et la crème que je connais en fait en matière de fiscalité qui s'y trouve comme militant. Normalement, ce document, en fait, il devrait quantifier effectivement en fait le coût, nous donner effectivement, comment on appelle ça, une vision sur les 5 ans. C'est-à-dire que déjà qu'on sache déjà en fait ce qu'ils vont mobiliser en fait sur les 5 ans, la politique fiscale qui sera mise en fait en branle, les stratégies de mobilisation. Qu'est-ce qui change pour la fiscalité minière? Qu'est-ce qui change? Non, mais là, ce que je vous disais tantôt, les détails ne sont pas, ne sont pas là. Voilà, pas trop de détails. Et c'est ce que je disais tantôt. Parce qu'ils ont quand même un département chargé de secteurs structurés. Et je pense que c'est là tout l'intérêt en fait de mettre en fait les cadres au travail quand vous voulez effectivement avoir un document qui soit vraiment consistant. Et je pense qu'aujourd'hui, les éléments sont là qui pourraient effectivement enrichir ce document. Quand je vois par exemple, tout de suite je vous parlais en fait du civisme fiscal, il n'y a pas de même document de stratégie sur le civisme fiscal qui a été élaboré. Parce que c'est eux qui l'ont élaboré. Voilà. Il y a, par exemple, je vous parlais tout de suite de la digitalisation. Ils auraient pu, les cadres qui ont bossé sur ce document auraient pu faire ressortir qu'au moins au niveau de la direction des grandes entreprises, ils sont à un taux pratiquement de 100%. Les moyennes entreprises, ce sont des détails qui peuvent capter l'électorat. Pour dire que bon, voilà, effectivement en 2015 ils ont annoncé, mais les résultats sont là. Parce que justement, le mandat qui vient de s'achever a été perçu comme un mandat où il y a eu plus de taxes.
Oui. Par beaucoup de Burkinabés. Non, mais moi je pense que sur ce point, là c'est selon, parce que quand vous faites allusion certainement à la taxe sur les véhicules à moteur, Tout à fait. mais les Burkinabés ont adhéré. Quand vous regardez en fait l'UTS qui a été élargi. Bon, l'UTS qui a été élargi, je crois que ça aussi, le débat aujourd'hui semble être un peu, voilà, justement apaisé à ce niveau. Certainement que les syndicats aussi attendent les offres politiques pour voir effectivement comment ça va se passer en fait après le 22 novembre. Sinon, de mon point de vue, je pense que le document du MPP devait être le document le plus détaillé parce que non seulement ils ont les données, et ils ont les cadres, effectivement, aussi avec eux qui pourraient effectivement travailler sur ce document. Mais quand vous regardez le document, je crois que c'est un document de combien de pages là? Il n'est pas vraiment, voilà, justement 75 pages. 75 pages, il n'y a pas vraiment un coût. Il n'y a pas de stratégie en fait pour atteindre cela. Il n'y a pas effectivement des données qui montrent d'ici 2025, voilà à peu près comment les recettes vont évoluer, les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les recettes. On s'attendait vraiment en tout cas à une telle analyse, en tout cas venant de la part en fait du parti majoritaire, parce que moins de détails. Moins de détails parce qu'ils ont les cadres, ils ont les données, ils ont tout. Et quitte de l'investissement. En termes d'investissement, je pense que là aussi, les volets sont là. Et je crois que là-bas, c'est plus énuméré en tout cas. Il y a un chantier qui définit jusqu'aux constructions différentes constructions des CSPS, au niveau primaire. En fait, je crois qu'il y a même l'économie. Il parle de l'économie en fait de l'enseignement où certains éléments sont effectivement évoqués. Là, c'est vraiment des détails. Je crois que parlant de l'investissement, ils ont évoqué également aussi la sécurité juridique en fait des investisseurs. Alors que dans ce document, le code des investissements que nous disposons actuellement a été en réalité élaboré sous le MPP. Donc je pense que c'est un bon produit en fait qui pouvait être présenté parce que c'est un code quand même qui est beaucoup apprécié des partenaires. Et voilà justement quand ils regardent les avantages fiscaux qui y sont consignés. Et je pense que ce sont des éléments comme ça qui devraient être mis en avant, en tout cas dans le programme. Donc ils ont opté en fait de ne pas parler de ce qui semble être des acquis et parler en fait de ce qui pourrait effectivement être des perspectives en fait au cas où il passerait. Alors moi de mon point de vue, je pense que j'aurais pu consacrer en fait une bonne partie sur les acquis. Sur les acquis. Voilà que vous parlez tout de suite des investissements, alors que je vous dis que le cours des investissements de 2018 relie. Vraiment, j'avoue que les avantages fiscaux qui y sont, quand vous le présentez en fait à un partenaire, en tout cas quelqu'un qui veut faire des affaires, quand il prend, c'est vraiment trop de bonus dedans. Mais malheureusement, en fait, ceux qui ont rédigé le programme ne font pas ressortir ces éléments. Certainement que lors de la campagne, voilà, le discours et autres peut-être qu'ils vont essayer de se rattraper. Sinon, pour le moment, je pense que on aurait pu avoir plus de détails. Peut-être de bonnes choses, mais pas suffisamment détaillées pour qu'on puisse savoir où on va, côté fiscalité. Tout à fait. Merci Tidiane Kaboré. Il est question de consolider l'investissement, surtout dans le bien-être social, justement, dans ce programme du président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, on parle de foncier à présent avec Basile Darga, inspecteur des impôts, expert foncier et domanial. Vous êtes en même temps le directeur de publication du magazine spécialisé OSA et SACO, spécialisé dans le secteur de l'immobilier. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour ce qui est donc du foncier, que dire de l'offre de Roch-Marc Christian Kaboré pour désamorcer la bombe? On sait que en 2015, dès l'entame du pouvoir, très vite, il y a eu ces rapports sur le foncier qui devraient permettre de recadrer les choses. Il y a eu ce passif qui devait être rapidement géré, ce passif foncier. Bon, finalement, ce sont des projets qui n'ont pas pu aboutir, mais on suppose que dans ce nouveau pacte que propose Roch-Marc Christian Kaboré, forcément le foncier, on en fait cas. Merci, M. Djibré. Le programme du candidat Roch et du parti MPP sur la question foncière, je pense que avant de vous donner le contenu de leur programme, je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses, les étapes de la gestion foncière au Burkina, pour que l'on puisse apprécier le poids du contenu de leurs documents. Je me projetterai d'abord sur le régime du CDP sous la présidence du président Blaise Compaoré. Je pense que pendant les années de règne du président Compaoré, plusieurs fois de suite, plusieurs années,
la question foncière s'est invitée au débat. La question foncière a mobilisé les foules. Et pendant plusieurs sessions, des gens s'accordent pour dire que le foncier au Burkina, ça ne va pas. Ce qui a amené à la révision, à la relecture de nos textes fondamentaux en matière de gestion foncière, notamment la loi 034 de 2009 portant en régime foncier milieu rural et la loi 034 2012 portant réorganisation agraire et foncière. La relecture de ces textes a été provoquée par l'environnement de l'époque, l'environnement social, dans lequel les questions foncières étaient d'actualité et le dispositif juridique qui était en vigueur ne répondait pas aux aspirations de l'État pour son développement et même des populations. Et je vais passer sous silence certaines choses qui se sont passées. Vous avez dû voir comme moi et suivre les questions qui ont amené des maires devant des institutions de la République. Okay. Au moment de la transition, la question foncière s'est encore invitée au débat. Et les députés sous la transition, ils ont demandé de faire, comme on appelle, un audit du foncier. Je pense que vous vous rappelez de ça. J'ai eu l'honneur d'avoir formé d'ailleurs les députés au cours de cette phase d'enquête pour pouvoir mener l'enquête. L'enquête a relevé un certain nombre de dysfonctionnements. Et puis après, on est allé aux élections, on a eu le pouvoir du MPP 2015. Et là-dessus, la question foncière s'est encore invitée au débat. Et cette fois-ci, on a mis en place une commission interministérielle qui devrait travailler à l'apurement du passif du foncier. À ce jour, je pense que ce passif n'est pas du tout réglé. Et à ce jour, les remous sociaux sur la question foncière persistent. Je pense que plusieurs fois, vous avez dû avoir des éléments de presse sur ce sujet. On a été suffisamment sollicité. Voilà, okay. Donc, vous voyez, rappeler ainsi, ça montre que la question foncière est d'enjeu fondamental. Alors, paradoxalement, ce que j'ai pu observer pour venir au contenu du document de programme présidentiel MPP, c'est que la question foncière est fondamentale, elle a un enjeu, mais je ne le ressens pas dans le document du MPP. Je ne le ressens pas dans le document du MPP, en fait, de l'offre politique du président Roch, parce que lorsque l'on découvre, on lit le document qui fait 66 pages, voilà, sur 3 chantiers, que j'essaie de trouver quelque chose qui me rappelle la question foncière. Au chantier 3, sur la question de la décentralisation, et au chantier 5, sur la question du logement. Alors, au chantier 3, sur la question de la décentralisation, là, on aperçoit qu'il y a une légère préoccupation foncière. Parce que le président dit dans son offre politique qu'il va falloir trouver un nouvel avenir industriel au Burkina. Et dans ce nouvel avenir industriel, évidemment, ça suppose qu'il faut dégager des zones industrielles. Donc, il faut de la ressource foncière pour pouvoir développer une zone industrielle et promouvoir l'industrie. Donc, dans ce chantier 3, c'est tout ce que l'on retrouve sur la question foncière. Parmi les mesures que l'on retrouve sur ce chantier 3, on a la question de l'aménagement du territoire. Bon, l'aménagement du territoire qui est quand même l'aménagement est plus vaste. Dans l'aménagement du territoire, on a la question foncière, mais ce n'est pas simplement la question foncière qui est à l'ordre du jour dans l'aménagement du territoire. Toujours dans les mesures du chantier 3, dans l'offre politique, le président maintient que s'il est réélu, il va accorder une attention particulière aux zones non loties en essayant d'humaniser les zones non loties. Ça, c'est le terme qu'ils ont utilisé. Ensuite, il prévoit d'unifier le cadre juridique de gestion du foncier. Alors là, c'est une mesure forte et nouvelle, parce qu'il veut un nouvel cadre juridique sur le foncier rural et le foncier urbain, ce qui est voilà, une bonne chose, une grande innovation. Sauf que, comme je l'ai dit, vous voyez, on a une mesure forte, innovante, mais on n'a pas fait le diagnostic de pourquoi on en arrive à cette mesure-là. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur ça dans l'analyse vers la fin. Donc voilà, sur le chantier 3. Sur le chantier 5, sur la question de l'accès au logement, c'est là où on trouve encore la question foncière et immobilière, parce que là, c'est la politique nationale du logement qui est mise carrément en exergue.
Et dedans, il ressort que dans ce programme, le président va mettre un accent sur l'amélioration de la gestion foncière. Alors, si on veut mettre l'accent sur l'amélioration de la gestion foncière, quel est le diagnostic qui a été fait? Moi, je tire implicitement que le diagnostic, c'est que la gestion foncière n'était pas bonne. Mais ça n'apparaît pas de façon évidente et il n'y a pas d'éléments qui soutiennent cette mauvaise gestion dans le document. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que le président voit du principe que pour son mandat de 2015, ils ont déjà fait un diagnostic et qu'on est dans la continuité, qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de refaire un diagnostic pour ce nouveau mandat, je n'en sais pas. Mais ce constat d'absence de diagnostic, il est très patent dans le document. Autre élément important dans son programme quinquennal, parmi les mesures, vous savez, jusque dans son programme 2015, on avait accès au logement à travers des maisons pavillonnaires, c'est-à-dire voilà, des villas au sol, des logements sociaux. Là, le président envisage une politique d'accès au logement à travers des HLM, des habitats à loyer modéré, avec des formes de construction qui vont diverger. Bon, ça aussi, c'est une innovation parce que ça participe à la densification du tissu urbain. Et puis, enfin, autre élément qui est important, le président, dans son offre politique sur la question foncière, prend comme mesure nouvelle de s'attaquer à une nouvelle organisation de la promotion immobilière. Bon, je crois que la question de la promotion immobilière, elle fait des vagues depuis un bout de temps. L'Assemblée nationale a fait une enquête sur les sociétés de promotion immobilière. Cette enquête a rendu ses résultats. Et je pense, à mon avis, que quand le président veut s'attaquer à cette question et il fait une offre politique, je pense que dans son document, on devrait ressortir quand même le constat qui a été fait à partir de l'enquête parlementaire. Pour voir quels sont les vrais problèmes liés à la promotion immobilière. Pourquoi le président veut s'attaquer maintenant à travers une nouvelle organisation des sociétés de promotion immobilière. Donc moi je pense que le document, on a un certain nombre de mesures qui sont fortes, mais le diagnostic n'est pas posé. Les causes des problèmes ne sont pas identifiées dans le document. Et je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû faire figurer dans le document parce que ça justifie les mesures qui sont proposées dans le cadre du programme présidentiel. Donc voici déjà un peu ce que l'on peut dire là-dessus. Alors, en parcourant le document, je vois que dans l'offre politique, le président veut régler définitivement la question foncière. Le terme définitif. Ce terme m'a interpellé, pourquoi? Parce que j'ai parcouru le programme de plusieurs autres candidats et plusieurs reviennent sur cette question. Pourquoi un règlement définitif? Est-ce qu'il est réglé et que, voilà. De façon partielle. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la solution miracle. Exactement, exactement. Voilà. Donc on aura l'occasion de le voir également dans le programme des autres. La question foncière, je pense que ça touche tout le monde. Les investisseurs, vous comme moi, le citoyen lambda pour son logement ou pour son exploitation agricole. Donc c'est un enjeu important et je pense que dans le programme politique du président, on devrait le mettre en exergue. Mais là, il n'est pas suffisamment mis en exergue. Alors, comme je le dis, il y a deux innovations majeures que j'ai pu observer dans le programme. C'est le fait de vouloir proposer un cadre juridique unifié. Vous savez, aujourd'hui, le foncier rural, il est géré par une loi et le foncier urbain, il est géré par une loi. Il faut mettre tout ça ensemble. Voilà. Donc, les acteurs, qui sont souvent les mêmes acteurs, selon qu'ils se trouvent dans le foncier rural ou dans le foncier urbain, ils prennent des positions, souvent tu ne les reconnais pas. Et je pense qu'en ayant un cadre juridique unifié, si on travaille à une mise en cohérence réelle et véritable, ça va être une innovation majeure pour le président pour cette période 2020-2025. Et puis la deuxième innovation, il veut améliorer la planification spatiale. Et ça, c'est important. Vous ne pouvez pas vouloir gérer, vous ne pouvez pas vouloir améliorer la gestion foncière sans vous soucier de la planification. Parce qu'il n'y a que la planification qui peut vous dire dans telle zone, voici ce que je peux faire, dans telle autre zone, voici ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et donc je pense qu'en mettant un accent sur la planification spatiale, ça va contribuer effectivement à résoudre en partie la question foncière. Donc voilà ce que je peux déjà dire. Le cadre juridique
Il y a de l'innovation à ce niveau à faire. Il y a de l'innovation dans l'offre politique. Rochma Christian Kaboré, mais là aussi la question de la planification spatiale qui est l'autre innovation dans cette offre politique. Exactement. Du candidat. Maintenant, est-ce que tout cela est pertinent? Est-ce que tout cela nous permet justement de faire un bond qualitatif par rapport à cette question foncière, comme on l'a dit, qui reste une bombe? Alors, la question foncière, comme vous l'avez dit, je vous emprunte le terme qui reste une bombe. Mais votre terme est juste parce que vous allez voir que le même terme revient dans le programme de plusieurs candidats. Alors, unifier le cadre juridique, améliorer la planification spéciale, est-ce que ça peut ça peut contribuer à résorber la bombe politique? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut s'attaquer aux causes des problèmes. Voilà. Et pour s'attaquer aux causes des problèmes, il faut faire le diagnostic. Et je pense qu'ils ont les éléments pour faire le diagnostic. Les études sont là, les différents rapports sont là, les différentes enquêtes ont déposé leurs rapports. Il faut s'appuyer sur ces... On se dit que le diagnostic est connu. Le diagnostic est connu, voilà. Donc, il faut mettre en exergue maintenant les causes et puis proposer les solutions qui vont être les solutions efficaces. Comme je l'ai dit, en matière foncière et immobilière, ce n'est pas toujours... les solutions efficaces ne sont pas toujours évidentes, mais... Je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution que nous avons eue et des différentes enquêtes et des études, on peut espérer avoir des pistes de solutions durables pour la question foncière si le programme présidentiel prend le temps d'effectivement d'analyser les acquis qui sont déjà dans les tiroirs. Est-ce que vous sentez dans ce programme du candidat Roch Kaboré une urgence par rapport à cette question, notamment la question du logement, du foncier urbain, par exemple? Parce que c'est surtout là que le problème se pose avec acuité quand on observe tout le long du mandat toutes ces manifestations liées au droit au logement. Alors, de mon point de vue, le sujet devrait être une urgence et on devrait le percevoir dans son programme. Il parle d'humaniser les zones non loties, comme nous appelons non loties. Comment vous percevez cette approche? Alors, je pense que l'humanisation des zones non loties, elle est pertinente. C'est une réflexion qui est en cours depuis des années et l'ONU Habitat a même déjà mené des réflexions sur cette question. On est allé du principe, est-ce que les non lotis, il faut les ignorer? Non. Tout le monde s'accorde que c'est une réalité qui est là. Les différents pouvoirs qui se sont succédés ont essayé de mettre fin aux non lotis, on y est arrivé. Donc c'est une réalité sociale qui s'impose au pouvoir public. Ce sont des Burkinabés. Quand vous prenez la ville de Ouagadougou, vous voyez le nombre de gens qui vivent dans les non-lotis. Je pense qu'ils sont bien supérieurs à ceux qui vivent dans les zones loties. Est-ce qu'il faut potentiel électoral en Voilà. Est-ce qu'il faut exclure ces gens aux services sociaux de base? Non. Et je pense que c'est ce que le président veut essayer de corriger en parlant d'humaniser la zone. C'est-à-dire faire en sorte que, même si la zone n'est pas aménagée, on ait une vie avec un minimum de décence. C'est-à-dire au moins avoir de l'eau, avoir de l'électricité, avoir des voies pour avoir accès à son logement, en attendant qu'on ait un aménagement fini qui répond aux standards normaux, aux standards internationaux. En même temps, ça suppose qu'on stoppe effectivement cette tendance à continuer justement à créer ces habitats spontanés. Parce que, absolument. Parce que si on viabilise pendant que ça continue... Exactement. De se développer. Il faut trouver des mesures fortes pour freiner justement cet étalement. Parce qu'aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent que Ouagadougou est une ville en plein étalement. Et tous les gestionnaires du domaine foncier national s'accordent que l'extension de la ville est due en partie justement à ces lotissements pour lesquels les résidents des non-lotis, lorsque pour beaucoup d'entre eux, ils obtiennent les parcelles, beaucoup vendent les terrains et s'installent immédiatement à la périphérie parce que le non-loti est devenu un fonds de commerce. Donc, il faut humaniser les non-lotis, il faut prendre des mesures pour éviter cet étalement sauvage. Et la question, c'est justement ces mesures courageuses, malheureusement, qui semblent manquer pour l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés. Parce que, comme le dit, c'est un potentiel électoral, ces zones, et on a peur de s'attaquer au problème. On a vu tout au long de ce mandat, à Bobo Dioulasso, le maire de l'arrondissement 7 par exemple, qui a voulu effectivement casser ces habitats spontanés. On avait toute la polémique, mais après, il n'a pas pu aller au bout de sa logique. Oui, parce que le problème, il est compliqué à résoudre, parce qu'il y a une dimension culturelle. Et la dimension culturelle, c'est quoi? C'est que les gens confondent le droit au logement
avec le droit à la propriété. Pour le citoyen lambda, le droit au logement égale droit à la propriété. Donc, tant qu'on va être dans cette logique, vous allez voir, chaque personne voudra une parcelle de terrain pour construire une habitation. Or non, le droit au logement, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'un logement décent. Quelle est la forme de propriété attachée à votre logement? Ça, c'est un autre débat. Donc, on peut avoir, par exemple, des logements collectifs. On peut être bien logé dans un logement collectif dont on n'a pas la propriété de l'assise foncière. Et pourquoi les pouvoirs publics, effectivement, éprouvent des difficultés à venir à bout de ces questions? C'est parce que les pouvoirs publics, effectivement, aussi, ont tendance à croire que le droit au logement se confond avec le droit à la propriété. Et donc, du coup, chacun veut lotir pour satisfaire le maximum de gens. Non, on n'y arrivera pas. Et comme je l'ai dit dans le programme du président, il envisage une nouvelle politique pour le logement. Et dans cette nouvelle politique, je pense qu'il envisage accorder une attention particulière à des constructions en hauteur dans lesquelles les gens auront accès au logement, ils auront droit au logement sans forcément être propriétaires du sol, sans avoir le droit de propriété. La question justement, et peut-être que ce cadre unifié permettra de régler ça aussi. On l'a vu, l'actualité, c'est aussi cette question de mosquée de Pazani à Ouagadougou qui a suscité toute la polémique. Oui. Et on a vu que l'État a reculé pratiquement face j'ai lu à des décisions de justice. Oui, j'ai lu avec un peu d'amertume tout ce qui s'est passé sur cette question. Comme on le dit, lorsque la question religieuse, la question de la foi s'invite dans un débat, le rationnel quitte souvent les lieux. Mais je pense que si on a des textes de loi, force doit rester à la loi. C'est mon avis. Sinon, on crée des précédents graves. Alors, sur l'accès au logement, est-ce que le texte unifié va permettre de résoudre? Je dirais qu'il va permettre de résoudre, oui, en partie, parce que le foncier rural, qui va être, comme on appelle, géré avec le même texte dans le foncier urbain, avec la planification dont le président parle, je pense que les zones d'habitation vont être clairement définies. Et à travers le partenariat public-privé, qui est déjà encouragé par l'État, on doit pouvoir permettre de mener une politique de logement beaucoup plus ambitieuse. Mais voilà, il y a des questions pour lesquelles ce n'est pas l'unification du cadre juridique qui va régler. La question de savoir, il y a un litige entre des particuliers, est-ce que l'État recule, est-ce que l'État renonce à appliquer des décisions de justice? Moi, ça, c'est des questions de fond et je pense que mon confrère Siaka Koulibaly peut s'exprimer là-dessus. Parce que c'est des questions de gouvernance politique et voilà, il faut avoir le courage d'assumer. Pour moi, pour terminer, je reste attaché que force doit rester à la loi. Il n'y a que la loi qui protège les citoyens et si la loi ne peut plus protéger les citoyens, nous risquons de vivre de l'insécurité. Tout le monde et partout. Alors, sur cette question foncière, en rapport avec la fiscalité tidiane, je crois savoir qu'il y a beaucoup d'argent à prendre aussi à ce niveau. On l'a vu avec les sociétés immobilières, ce boom des sociétés immobilières, mais qui ne s'accompagne pas forcément d'une augmentation par rapport à la fiscalité. Apparemment, il y a un véritable effort à faire à ce niveau en termes de recouvrement de ressources. Oui, tout à fait. C'est ce que Darga disait tantôt. C'est-à-dire que les rapports ont été présentés et à l'époque, vous avez bien constaté que effectivement, la presse en avait fait l'écho en disant qu'il y avait beaucoup de taxes et d'impôts qui n'avaient pas été payés en fait, dans ce domaine. Et maintenant, c'est comme vous-même vous le disiez tantôt, les techniques en fait, de recouvrement en fait, de ces impôts et taxes justement doivent être présentées dans le programme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ça rejoint un peu le débat sur les restes à recouvrer. Voilà, c'est-à-dire que les enquêtes parlementaires ont révélé en fait le manque à gagner. Maintenant, qu'est-ce qui a été mis en place pour effectivement pouvoir mobiliser justement ces dettes fiscales-là? Et c'est comme je vous le disais tantôt, mais voici la gouvernance actuelle dispose d'un document de stratégie sur les restes à recouvrer, mais qui ne sort pas dans le document. Est-ce que vous voyez? Ce document a été validé. Il existe.
Mais dans le programme, il n'y figure pas. D'accord. Donc ne nous amenez pas à dire des choses que les experts auraient dû dire. Voilà, mais je le dis quand même, ça existe. Ils ont un document, mais ils ne l'ont pas mentionné dans les programmes présidentiels. Merci, merci Tidiane. Alors on passe à la question sécuritaire. Et là, c'est une priorité. Hein. Ça semble être une priorité pour le président sortant, certainement au regard donc, de l'expérience du vécu sur cette question sécuritaire. Alors, Monsieur Mahamoudou Savadogo, que nous propose Roch-Marc Christian Kaboré pour les 5 années à venir en termes d'innovation? Qu'est-ce qu'il offre pour assurer la sécurité des Burkinabés? Effectivement, lorsqu'on lit le programme le programme présidentiel, on voit que c'est le premier axe sur lequel c'est son premier chantier qu'il compte aborder, la stabilité et la paix. Et on voit qu'effectivement, il en a fait une priorité. Et lorsqu'on déroule son programme, comme l'a dit mes prédécesseurs, on voit qu'il y a une sorte d'omerta sur les acquis. On voit clairement que le contexte a été défini, et le contexte sur la situation sécuritaire qui est assez délétère, qui est assez volatile. Et on voit aussi que dans le programme, et la mouvance présidentielle s'érige comme toujours en victime, parce qu'on voit clairement qu'ils ont stipulé que c'est une guerre qui nous a été imposée. Ils ont fait ressortir un certain nombre de faits qui prouvent qu'effectivement, et depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont été confrontés à cette question sécuritaire. Et paradoxalement, j'ai remarqué que dans le programme, en déroulant le programme, ils n'ont pas fait cas, ils ont fait l'économie des acquis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là pour faire face à la situation sécuritaire, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'on les attend sur ce chantier, et c'est une urgence. Et je pense que quand même les techniciens auraient dû quand même faire un état des lieux et sur l'ensemble des réponses et des solutions que le MPP a proposées jusque-là, depuis 2015 jusque-là. Et parce que lorsqu'on observe le silence sur la question sécuritaire, et on perd aussi la confiance des populations. Parce que quand on lit le programme, on veut que la population participe à la question sécuritaire. On veut impliquer les populations sur la question sécuritaire, mais il faut aussi communiquer avec cette population. Il faut dire à cette population, voilà ce qu'on a fait jusque-là, et voilà où est-ce qu'on compte aller. Et donc, il y a eu... Il parle de politique de sécurité nationale. Oui, c'est ça. Il y a la politique, effectivement, il y a la politique de sécurité nationale qui a été stipulée. Et le programme en tant que tel, c'est une continuité de ce qui a déjà été fait. Quand on lit le programme, c'est une continuité, parce qu'on a parlé de politique de sécurité nationale qui va être mise en œuvre maintenant, parce que la politique a été adoptée en fin de mandat. Il y a la question du renforcement de la capacité et de l'opérationnalité des forces de défense et de sécurité. Il y a aussi la question épineuse des VDP, qu'il compte réorganiser et aussi renforcer, et les former davantage, afin qu'ils puissent... Oui, les VDP, c'est un acquis, et un acquis, je peux dire, légitime, parce qu'on observe que dans le programme, ils ont clairement stipulé que la question des VDP a été adoptée à l'unanimité. Et je pense que ce n'est pas anodin quand on dit ça. Ça veut dire que, en tout cas, le programme pense que la question des VDP est une question qui a reçu la légitimité d'une bonne partie de l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire qu'il suffit maintenant de la rendre opérationnelle. Et aussi, il y a, comme je le disais, je peux, effectivement, ce n'est pas de mon devoir de citer les acquis engrangés par le parti présidentiel, mais il y a lieu quand même de noter que il y a eu quand même des efforts qui ont été faits. Et c'est ça que j'ai dit, que la population a besoin, l'électorat a besoin d'être au courant, que même si la situation sécuritaire est en train de se dégrader, même si la situation est volatile, il y a eu quelque chose qui a été fait.
peut-être aussi que c'est sciemment fait. Je pense qu'ils ont manqué vraiment une occasion de le rappeler sur le plan institutionnel, sur le plan organisationnel, sur le plan des opérations. Et là où je suis un peu resté sur ma soif, c'est le fait qu'il n'y a pas eu d'innovation majeure en ce qui concerne la sécurité. Comme je l'ai dit, dans ce programme ? Oui, c'est une continuité. C'est une continuité de ce qui a été proposé. Et la continuité, c'est quoi? C'est-à-dire, on avait déjà parlé de la loi de la programmation militaire, que le président du FASO compte, s'il est élu, et compte renforcer. Ça existait déjà. On a la question des VDP, qui ont compte renforcé. On a la question de l'opérationnalisation des forces de défense et de sécurité. On a aussi la question du G5 Sahel, où on compte jouer un rôle important, où on compte s'inscrire dans la coopération sous-régionale et internationale. Et mieux, dans le programme, il a été affirmé que nos troupes vont continuer à participer au maintien de la paix sur le plan international. Ça veut dire que il ne faut pas s'attendre à ce que les troupes qui sont déjà déployées sur le plan international, c'est-à-dire au Mali et au Soudan, rentrent. Ça a été précisé dans le programme. Donc, pour moi, c'est une continuité et je m'attendais peut-être à voir un peu des solutions parce que on a essayé jusque-là pas mal de solutions. On a vu que la menace continue de progresser, surtout concernant la solution tout militaire. Et on a l'exemple du Mali. Je crois que dans le programme, le président sortant a reconnu que ce n'est pas, le tout militaire n'est pas justement à envisager, mais il faut effectivement élargir cette question sécuritaire à l'ensemble des Burkinabés. Je pense que les VDP s'inscrivent dans ce sens. Oui, absolument. Les VDP s'inscrivent dans ce sens. Et il y a aussi la question de la population qui doit être impliquée. Et je pense que dans le programme, il est fait cas aussi que la population va jouer un rôle participatif. Et donc, ça veut dire qu'ils vont... désormais, on va avoir une culture de la sécurité et non seulement produire la sécurité pour la population. Vous pensez qu'on n'a pas travaillé suffisamment sur cette question de la culture de la sécurité? Oui, c'est ce sur quoi, effectivement, pendant le dernier mandat, ils n'ont pas travaillé. Et je pense que les événements et le déroulement des faits nous imposent que nous avons affaire à une guerre stratégique, nous avons affaire à une guerre asymétrique. Et la guerre asymétrique ne se gagne pas par le tout sécuritaire. La guerre asymétrique ne se gagne pas en s'appropriant la question sécuritaire par les spécialistes, par les militaires et par les politiques. Je pense qu'ils ont explicitement précisé ça dans leur programme. Mais il y a la question du dialogue, il y a la question de la négociation avec les groupes terroristes, avec les communautés qui a été éludée, qui n'apparaît pas dans le programme. Alors que nous voyons que sur le plan international et sur le plan régional, elle est d'actualité désormais. Elle est d'actualité et on se dit que il va falloir, pour des questions humaines, pour que le sang ne coule plus, pour que la violence s'arrête, il va falloir faire aucune économie d'énergie, aucune économie de solution si on veut aboutir à arrêter cette menace terroriste. Sur le plan de l'équipement, sur le plan des effectifs et sur le plan de la gouvernance de nos forces armées, est-ce que vous pensez que ce programme-là véritablement propose quelque chose d'assez innovant par rapport à ces questions? Ce programme n'est pas étayé, comme l'a dit mes prédécesseurs, mais on voit qu'il y a des partis qui font cas d'une réorganisation de l'armée, d'une bonne gouvernance dans le secteur, et dans tous les secteurs d'ailleurs, et donc et aussi d'une appropriation de la question sécuritaire par les politiques. Maintenant, est-ce que l'accent sera mis essentiellement sur la bonne gouvernance sécuritaire? Est-ce que l'accent sera mis sur la bonne gouvernance même et l'opérationnalisation des forces de défense et de sécurité? Et là, ce n'est pas détaillé dans le programme. Et je pense qu'il n'est pas intéressant pour nous d'interpréter dans le bon sens ou dans le mauvais sens
cette question parce qu'elle n'est vraiment pas détaillée. On s'est dit qu'elle va être prise à bras le corps parce que dans une phrase, le programme détaille que c'est une priorité pour le programme présidentiel de réorganiser et de rendre opérationnel l'armée et les forces de défense et de sécurité. En un mot, pour un président sortant, que pensez-vous de son offre en matière de sécurité? En un mot, je pense que l'offre sécuritaire a fait l'économie de plusieurs autres solutions qu'on aurait pu envisager. En un mot aussi, je pense que l'offre sécuritaire gagnerait à être beaucoup plus détaillée et beaucoup plus adressée aux populations, à l'électorat qui attend le programme présidentiel sur cette question cruciale qui est la question sécuritaire. Secret défense peut-être. Oui, peut-être secret défense. Okay. On passe donc à la question de gouvernance avec Siaka Coulibaly. Alors, la gouvernance vertueuse, c'est vrai que sous le mandat précédent, le gouvernement a été aussi suffisamment critiqué sur ces questions, notamment quand il s'agit de s'adresser aux organisations syndicales, aux travailleurs, la promotion des valeurs, la question de l'exemplarité du train de vie de l'État. Est-ce que pour ce nouveau programme, le président Kaboré véritablement propose quelque chose de novateur? Il faut dire, comme tous ceux qui ont traité des secteurs précédents, que sur la dimension de la gouvernance en général et de la gouvernance politique en particulier, le programme proposé par le candidat Roch Marc Christian Kaboré est resté globalement imprécis sur plusieurs points, ce qui oblige à avoir une approche critique un peu de ce programme-là, dans le sens où parmi tous les candidats en lice, il est celui qui aurait dû être le plus précis dans son offre, pour la simple raison qu'il est en exercice depuis déjà 5 ans et qu'il a le point exact de là où se trouvent les politiques publiques dans les différents secteurs. Donc, au-delà de la question de présenter les acquis qui peuvent servir aux candidats à se faire valoir, il y a que le retour sur le vécu lui aurait permis de dire avec précision quelles sont les mesures nouvelles qui restent à prendre aujourd'hui à partir de ce qui a déjà été fait. Et cet exercice-là, on ne l'a pas du tout retrouvé, au point où on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'élaboration donc, du programme du président? Parce que dans la plupart des cas, les options restent assez générales et manquent beaucoup de précision, et ce qui est en sa défaveur dans la mesure où lui, il est bien placé pour pouvoir faire des précisions. Et on le retrouve dans tous les aspects de la gouvernance qui sont abordés ici. Il parle de la réforme de l'État, qui est le titre même de son programme. Et dans la réforme de l'État, les points qui sont avancés ne sortent pas du tout de l'ordinaire. Et on va prendre quelques exemples comme la décentralisation. La décentralisation, dans notre contexte précis, est très importante. On la retrouve donc, cette décentralisation, dans presque tous les programmes des candidats. Et elle a autant d'importance qu'elle peut jouer sur 2 aspects fondamentaux, qui sont le développement économique et social, notamment au niveau local, mais qui peut aussi influencer la sécurité, en déminant un certain nombre de secteurs qui ont été considérés comme déficitaires de la part de l'État dans la couverture du territoire. Donc si on décentralise et on donne les pleins pouvoirs aux autorités locales, elles prennent en charge certaines dimensions que l'État, à partir du centre, ne peut pas tellement s'en occuper. Donc on aurait pu s'attendre à ce que, dans la foulée de la politique sécuritaire, la décentralisation vienne également compléter cette responsabilisation des acteurs locaux, leur permettant donc de prendre en charge certaines questions et de traiter les conflits mineurs qui ont été souvent à la base donc, de ce qu'on peut aujourd'hui aussi appeler la rébellion terroriste. Et en plus de la question de la décentralisation, pour la réforme de l'État, il y a un aspect qui a manqué dans les propositions actuelles du candidat Kaboré et qui aurait pu servir
pour tous les autres aspects que nous avons traités ici, à savoir la fiscalité, le foncier, la sécurité et même des secteurs au-delà. C'est la question de l'identifiant individuel unique, c'est-à-dire attribuer à chaque Burkinabé un identifiant unique qui permette de rationaliser toutes les politiques publiques. La fiscalité, du coup, se trouve facilitée, puisqu'on sait qui sont les individus qui doivent payer, à quel moment ils doivent payer, dans quelle proportion ils doivent payer, etc., etc. Le foncier également, cette question des non-lotis, qui est en train donc d'être exponentialisée, parce qu'elle ne finit jamais, peut être résolue avec la question de cet identifiant qui aujourd'hui n'existe pas. Et même le plan sécuritaire, le fait de pouvoir identifier chaque Burkinabé, de pouvoir aussi le localiser à un moment donné, ça facilite le travail du renseignement, de sorte qu'on peut avoir des gains importants en ayant cet outil-là. Déjà qu'on a du mal à faire un bon recensement général des populations. Et malheureusement, ce sont des points qui devaient ressortir de la mise en œuvre des politiques durant les 5 années et qui aurait dû être une des propositions concrètes. Malheureusement, on ne le voit pas dans la proposition du candidat Kaboré. C'est qu'on retrouve dans la proposition de la candidate Cam Monique, par exemple, qui pourtant n'est pas aux affaires et qui a quand même eu l'idée de proposer cet identifiant qu'elle appelait NINU et qui est donc une réponse à cette problématique. D'accord. Alors, sur la question de... Est-ce que dans le programme, il y a des actes forts, des annonces fortes en termes de gestion saine des ressources de l'État, parce que là aussi, le président sortant était attendu. Je parle du train de vie de l'État, par exemple, qui fait qu'il y a un blocage par rapport aux échanges. On parle du budget de l'État qui serait beaucoup plus consacré au fonctionnement, les salaires. Mais quand vous écoutez les organisations syndicales, ils vous disent, en vérité, la grande partie du budget revient justement à ces caisses noires, à ce train de vie de l'État qui est assez... Est-ce qu'à ce niveau, le président annonce des actions fortes tendant à montrer une certaine exemplarité par rapport à ces questions? Non. Il y a le sujet est évoqué, comme toujours, en disant que les ressources publiques seront rationalisées. Mais en termes de mesures concrètes, on ne voit pas grand-chose. Par contre, il y a des domaines où le programme a été assez avancé, à mon avis. C'est la question, par exemple, des fonds nationaux. Et les fonds nationaux sont bien décrits et leurs destinations également sont bien décrites. Mais il aurait pu faire ceci pour plusieurs autres dimensions et qui n'ont pas malheureusement été couvertes par le programme. Sur la question de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, il fait des propositions allant dans le sens de renforcer le dispositif de la justice. Mais là encore, il faut le dire, les détails n'y sont pas. Alors que, comme on l'a dit pour d'autres secteurs, il y a de la matière, il y a un travail qui a été effectué. Si on prend l'exemple de la LCE, la LCE a quand même réussi, même s'ils n'ont pas fait de grandes actions dans le sens de l'éradication des actes de corruption, ils ont quand même réussi à modifier le statut de l'institution, allant dans le sens d'une meilleure efficacité. Par exemple, en proposant l'adjonction d'un procureur directement au niveau de la LCE, ce qui facilite donc l'opérationnalisation des décisions et des constats des résultats des recherches de la LCE. Donc ça, par exemple, ce sont des éléments concrets qui auraient pu être capitalisés dans le programme en expliquant les prochains pas qui peuvent être franchis dans le sens de la surtout dans la répression. Exactement. La question de la répression, par exemple, des mesures fortes. Oui. Et sur la question de la réconciliation, pour terminer. La réconciliation est évoquée comme toujours en lien avec la question de la cohésion sociale. Mais c'est là où encore on voit qu'il y a une approche hésitante du candidat. Et comme elle a toujours été d'ailleurs durant ces 5 années de son mandat, où il a une approche de cette réconciliation qui semble ne pas être encore au point. Il propose une réconciliation. Maintenant, il donne même une échéance qui est le premier semestre 2021, sans toutefois aller au-delà, sans proposer au-delà d'un forum qu'il propose globalement comme ça, quelles sont les approches de cette réconciliation. Il a une idée seulement que la réconciliation doit être précédée de la justice. Mais quand on sait que dans l'approche, par exemple, de la justice transitionnelle, la question de la justice est bien présente.
Donc, il n'est même pas question d'en faire une conditionnalité. Vous, il n'y a pas une vision courageuse, une approche courageuse de cette question? Il n'y a pas une proposition concrète de l'approche de la réconciliation. D'accord. En quoi consiste-t-elle? Qu'est-ce qu'elle vise? Qu'est-ce qu'on attend de cela? Et comme, en général, il y a un manque de quantification des propositions. On prend je reviens rapidement pour terminer sur la question de la décentralisation. Ceux qui suivent le secteur savent où on se trouve aujourd'hui, quels sont les obstacles à la décentralisation. Il s'agit des questions de transfert, des compétences et des ressources. Aujourd'hui, on est autour de 4% des transferts de l'État central vers les collectivités. Le chef de l'État aurait pu dire, par exemple, de 2016 à 2019, nous avons fait autour de 4,85% des transferts. Pour 2021, dès mars, je m'engage à ce que nous passions à 8%, par exemple. Et ça a des natures à éteindre toutes les critiques, parce que quand il y a une proposition comme ça, il est assez difficile. On attend de voir l'échéance. Voilà. Merci, Siaka Coulibaly, pour toutes ces explications. Ça sera donc tout pour ce numéro de programme au scanner, avec, en tout cas, la cuisine de nos experts, le candidat président sortant, Roch Marc Christian Kaboré. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme. Bonsoir.